les amis, vous êtes sur l'émission Casting pour IRM Radio avec comme partenaire casting.fr. Donc je suis Cristal et je suis accompagnée de mes superbes chroniqueuses du jour. Obraya. Bonjour à tous. Florence. Bonsoir Cristal, bonsoir à tous. Et avec une grande invitée de marque, je suis extrêmement heureuse et fière de l'accueillir aujourd'hui, Firmin Richard. Je dis bonjour à tous vos auditeurs. Merci. Alors, on va surtout commencer par les castings de la semaine. Alors, donc, avec notre partenaire casting.fr, alors pour les castings de la semaine, on recherche un homme grand et costaud, entre 35 et 50 ans, pour une fiction sur France 2. Donc, pourquoi en fait ce profil-là? Donc, c'est dans le cadre en fait d'une recherche, mais surtout pour être silhouette parlante. Vous savez tous un peu ce que c'est une silhouette parlante. Tu sais un peu ce que c'est? Je crois qu'on juste la silhouette, on se voit pas et on parle, je crois, c'est ça? Bah si, on te voit. On voit juste la silhouette. En fait, c'est pas de la figuration, c'est-à-dire que tu as la figuration, tu as la silhouette et la silhouette parlante, celle qui dit un mot au moins. Oui, okay. On appelle ça acteur de complément aussi. Exactement. Donc en fait, entre 35 et 50 ans, type caucasien, grand, costaud, pour un rôle de livreur. Donc en fait, le tournage se passera normalement en avril. Je dis bien normalement. Normalement, ça se passe bien. Donc au niveau du tarif, donc c'est le tarif syndical de télé, donc pour les silhouettes parlants. Donc si jamais vous êtes intéressé, il faudrait envoyer donc vos photos, nom, prénom et âge et taille directement au casting sur casting.fr. Alors là encore pour une fiction pour France 2, on recherche une femme d'origine africaine. Donc dans le cadre de également de cette fiction, ils recherchent donc des silhouettes parlantes, une femme d'origine africaine mais très maigre. La même chose, donc c'est pour le même tournage en avril. Et également, envoyez vos photos, nom, âge et taille. Et également toutes les informations sur casting.fr. Alors là, c'est pour un film promotionnel. Donc on recherche également un homme typé noir pour le rôle principal de ce film. Donc c'est un comédien noir ayant la trentaine et en fait ayant déjà des expériences pour ce film. Donc voilà, le tournage est prévu fin mars, donc le 26 mars, et en région parisienne. La même chose, envoyez votre candidature directement sur le site de casting.fr. Alors, pour ceux qui ont des enfants, des ados, donc un casting pour les garçons entre 16 et 18 ans, donc c'est pour un long métrage. Alors, pour les besoins d'un long métrage, donc ils recherchent des ados entre 16 et 18 ans pour un tournage entre 1 à 6 jours, donc courant avril-mai, en région parisienne. Donc, il faudrait envoyer votre candidature avec photo, nom, prénom, date de naissance, numéro, auteur, ville, également résidence. Alors, vous connaissez un peu tous les mystères de l'amour? Oui. Qui regarde les mystères de l'amour? Bon, moi non. Vous connaissez pas? Je sais même pas ce que c'est. Vous connaissez Hélène et les garçons? Hélène et les garçons, vous connaissez? Ça date, Hélène et les garçons. Eh bien, c'est comme les Feux de l'amour, c'est-à-dire que c'est la continuité d'Hélène et les garçons. Ah ouais? Ils sont tous devenus adultes et ils continuent leurs histoires d'amour. D'accord. Les mystères de l'amour avec Hélène, tout ça. Donc en fait, pour les mystères de l'amour, ils recherchent un comédien italien de 35 à 45 ans pour un nouveau rôle sur plusieurs épisodes de la série. Donc c'est vraiment un rôle qui sera récurrent. Donc la rémunération, elle est de 300 € brut par jour. Et il faut surtout être en région parisienne ou au moins avoir un pied-à-terre en région parisienne. Le tournage commencera donc fin mars, début avril. Et il faudrait envoyer votre candidature à casting, LMDLA, donc comme les mystères de l'amour, @groupe-du6jla.com. Donc il faudrait également envoyer votre CV et une bande démo si vous avez. Après, pour le dernier casting, donc c'est pour de la télé-réalité. Vous regardez la télé-réalité ou pas? Non. Pas du tout? Jamais. Enfin, je vais regarder les premiers épisodes de... C'était Story, c'était quoi? Secret Story. Secret Story, il y a eu Love Story juste avant. J'ai regardé. C'est Secret? C'est Love Story? Il y a eu Love Story avec Loana. Et alors, après Secret Story. J'ai dû voir. Voilà. Les premiers épisodes et puis après, j'ai décroché. D'accord, vous ne vous avez pas trop accroché. C'est vrai. C'est plus pour passer le temps surtout, hein. Mais alors, comme ça venait d'arriver, on voulait voir ce que c'était, quoi. Et je pense que j'ai dû voir aussi 2-3 épisodes de Secret Story. Mais je suis pas restée, ça ne m'a pas accroché, ça. Non. Non, c'est vrai qu'après, c'est surtout générationnel. D'une série, autant ça, non, ça ne m'accroche pas du tout.
C'est clair. De toute façon, vous perdez rien, vous inquiétez pas. Ça ne vous rendra pas plus intelligente encore. Donc... Alors justement, donc pour une nouvelle émission de télé-réalité, on recherche des célibataires, hommes et femmes, pour ce nouveau programme. Donc c'est un nouveau programme qui n'existe pas encore. Alors ils recherchent donc vraiment donc des personnes, des différents profils, entre 18 et 30 ans. Et qui sont à la recherche de l'amour, d'aventure, et ce serait pour un tournage au bout du monde, au soleil. Donc c'est toujours l'amour. Ah oui, c'est toujours intéressant de toute façon. Au soleil, oui. Et puis tout a gagné. Un peu de chance, oui, ils peuvent. Donc voilà, donc c'était les castings de la semaine. Alors, Florence, je pense que tu vas nous raconter une belle histoire aujourd'hui. Oui, alors ce soir, moi je vais vous parler d'une dame très inspirante, Firmin Richard. Firmin, pardon, excusez-moi. Oui, Richard, c'est mon nom aussi. Firmin Richard, oui, tu m'appelles Firmin, il n'y a pas de problème. Et donc, je permets même de me tutoyer si tu veux. Ah, ben c'est très bien, comme ça je serai plus à l'aise. Voilà. Donc, Firmin Richard, donc, tu es comédienne guadeloupéenne et qui a commencé donc, sa carrière vers 40 ans à peu près. Ouais, un peu plus. Ouais. Voilà, et qui, le destin a décidé de complètement changer en fait de ta route. Parce que je pense que tu as commencé, il me semble, en tant que... en tout cas, tu avais un poste au conseil régional en Guadeloupe, c'est ça? C'est bien ça. Et le destin a frappé un peu à ta porte pour te changer complètement de route. Comment est-ce que ça s'est passé tout ça? Comment a été ce changement? En fait, je crois que j'ai toujours travaillé. Je travaillais aux Antilles. Après avoir passé quelques années ici, je suis partie travailler aux Antilles. Mais dans un premier temps, ici, j'ai travaillé au PTT. J'ai d'abord travaillé à la RATP. Quand je suis rentrée ici, je suis rentrée en France en 66. Ma mère est arrivée en 65. Je suis venue la rejoindre en 66. Tout de suite, comme j'avais travaillé, j'avais eu en Guadeloupe un job d'été au PTT. Donc, j'ai travaillé au PTT. Et puis après, en 68, juste un peu avant mai 68, je suis rentrée à la RATP parce que c'est plus intéressant. D'accord. La paye était plus intéressante. Il y avait la médecine gratuite, le transport gratuit. Donc, je travaillais là. Et puis, je me disais, passer 25 ans, parce qu'en fait, on pouvait partir à la retraite à 55 ans, mais il fallait avoir travaillé 25 ans au métro pour cela. Et moi, ça me paraissait tellement long. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'avoir... il n'y a pas de métro en Guadeloupe, je vais essayer d'avoir une formation pour partir chez moi. Donc, j'ai eu cette formation et je suis partie aux Antilles. J'ai fait beaucoup de petits postes. Je travaillais dans une bijouterie. Comme j'avais une formation comptable, donc j'ai travaillé un peu dans la comptabilité, Novotel, Grain d'Or et tout cela. Et puis, pour des raisons que j'évoque dans le livre, je suis revenue en France. On m'a fait revenir et le conseil régional venait de... Félix Poteau venait d'être élu président du conseil régional. Lui, il a proposé de venir au conseil régional. Donc, j'y suis allée. J'ai travaillé là-bas sans vraiment m'épanouir dans ce boulot. Et puis, je suis revenue. Et c'est là, en France, c'est le passage en France, pendant que je travaillais au conseil régional. Et c'est à ce moment-là que le cinéma m'a rencontré. D'accord. Oui, c'est une directrice de casting du coup qui cherchait un premier rôle en plus. Un premier rôle pour le film de Colin Serrault. Oui. Et c'est ça qui vous a lancé dans cette carrière en fait. Oui. Effectivement, j'ai fait cette belle rencontre avec cette femme qui cherchait l'héroïne de son prochain film et qui a vu en moi cette personne. Donc, je vous passe les détails, les gens vont découvrir plus tard dans le livre. Comment le casting s'est fait. Mais j'ai rencontré Colin Serrault, qui est d'abord une comédienne avant d'être une réalisatrice, qui a voulu que ce soit moi qui interprète le rôle principal de son film Romuald et Juliette. Ça s'est merveilleusement bien passé. Et donc, 31 ans plus tard, je perdure. Donc, c'était une belle rencontre. Mais en fait, quand elle est venue te demander justement de faire ce rôle, qu'est-ce que tu as pensé en fait? Tu t'es dit, mais c'est une blague, c'est vrai, c'est pas sérieux? Pas du tout. J'ai d'abord rencontré... Alors là, je parle de Colin qui
qui a accepté que ce soit moi. Mais quand Evie Figliolini, la directrice de casting, est venue me voir, ça se passait dans un restaurant entre 2h et 3h du matin. J'étais accompagnée de mon, je dirais, ex-futur mari et un couple d'amis. Et non, c'est une jeune femme qui vient me voir. Ça aurait été un homme qui m'aurait abordé comme ça dans la rue. Je l'aurais envoyé balader, mais une jeune femme qui vient dans un restaurant me dire, voilà, je cherche l'héroïne du prochain film de Colin Serrault et je pense que ça pourrait être vous. Je la regarde et je demande pourquoi moi, quoi. Parce que je ne... Et c'est ce que je lui disais, mais je ne suis pas comédienne. Et elle me dit, mais vous n'êtes pas comédienne, mais je pense que vous pourriez l'être. Puis c'est pourquoi pas. Ben écoutez, je lui dis, mais... Bon, à 3h du matin, je lui dis, si je suis... Et elle me propose de faire un essai. Je lui dis, si je suis réveillée. Et sinon, je vous appellerai, parce que je n'étais pas du tout dans la mouvance. Et pourquoi pas? Je me dis, pourquoi pas? On me demande de faire un essai, je vais faire un essai. Je suis assez curieuse de là-dessus. Donc, et je fais l'essai qui montrait à Colin Serrault, parce que c'était ça son travail, c'était de voir les gens pendant toute une semaine. Et en fin de semaine, elle montrait... Toutes ces rencontres étaient filmées. Elle montrait donc cela à Colin Serrault. Et donc, quand elle a montré à Colin, Colin a voulu me voir. Colin Serrault a voulu me voir. Donc, ça s'est passé la semaine d'après. Il faut dire que ça se passait dans la nuit du mercredi. Mardi à mercredi à jeudi. Et j'ai rencontré Colin Serrault le lundi d'après. D'accord. Et c'est en fait... Et avec Colin, j'ai eu une discussion, comme je dis, avec vous comme ça. Qui était toujours filmé par Evie qui était à côté. Mais c'était une discussion très simple. Et je suis partie le lendemain mardi, je reprenais l'avion. Donc j'avoue que je vous passe les détails parce que j'étais super excitée quand j'ai rencontré Colin. Mais je reprends mon avion. Je rentre en Guadeloupe parce que j'avais quand même passé 4 mois ici. Hein. D'accord. Okay. Et puis bon, pour des raisons qu'on va découvrir éventuellement dans le livre. Et puis... un mois, c'était au mois de mai, c'est le mois où il y a beaucoup de congés. Hein. Et on m'appelle, la production m'appelle, me demande si je peux envoyer des photos de moi avec des cheveux, parce que j'ai toujours porté les cheveux courts. Ce que je fais, je mets une perruque, je leur envoie, parce qu'elle avait imaginé son personnage avec des cheveux, comme nous portons des cheveux mi-longs. Donc, je lui ai envoyé une photo avec des cheveux. Et puis, une semaine après, donc ça aura pris à peu près 1 mois pour qu'on me demande de revenir en France, faire ce film. La sélection finale. Et vous étiez en poste à ce moment-là? Pardon? Vous étiez en poste en ce moment-là? Oui, je travaillais au conseil régional. J'étais venue en France pour des raisons médicales. Je me suis fait opérer, mais j'avais encore mes congés à prendre. Donc, quand on m'a demandé de revenir en France, à mon chef de service, je ne lui ai pas dit la raison, mais je lui ai dit qu'il fallait que je reparte, comme j'avais des congés. Donc, j'ai pris mes congés annuels. Sur mes congés annuels, je suis revenue. J'ai trouvé le scénario qui m'attendait chez ma mère, je l'ai lu et j'ai rencontré Colin et la sélection était faite après 2-3 choses que vous découvrirez dans le livre. Et je suis repartie en Guadeloupe avec un contrat qui m'a permis de demander un congé sans solde au conseil régional. Je n'ai pas démissionné tout de suite. D'accord. J'ai demandé un congé sans solde. Je suis revenue ici faire ce film et je suis repartie en Guadeloupe pour prendre mon poste et là j'ai décidé de démissionner. Voilà. Vous savez tout. Mais tu avais déjà pris des cours de théâtre même pour le plaisir avant ou pas du tout? Ou sinon ils t'ont formé après ou tu n'as pas du tout fait ni avant ni après? Non. J'ai fait quand j'étais gamine, nous avions ce qu'on appelle au lycée Carnot les après-midi littéraires. Et même aussi à la solidarité scolaire, mon club de sport, fait de basket, nous faisions des après-midi littéraires, comme ça, littéraires où on faisait... Donc j'ai eu l'occasion de faire de jouer dans 2 pièces comme cela, comme on fait à l'école, comme maintenant encore on fait à l'école. Nous avions un gars qui était très intéressant, qui était très intéressé par le théâtre, Monsieur Joss, et c'est tout ce que j'ai eu l'occasion de faire. Non, je n'étais pas dans la mouvance, et même quand pendant tout mon séjour en France, il y avait déjà le théâtre noir, ça ne m'avait pas intéressé plus que cela, d'aller voir ce qui s'y passait. Non, j'étais pas dedans du tout. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert le texte de Colin Serrault, c'était un texte superbement bien écrit.
une belle histoire qu'on a envie, un personnage qu'on a envie d'interpréter, et surtout un personnage qui me paraissait familier. Familier, oui. Une femme qui élève seule des enfants de pères différents, ça chez nous, on connaît. Oui, c'est clair. Mais donc en fait, c'est un talent que tu avais inné en toi, que tu ne savais pas, puisque vraiment jouer de l'acting, c'est un vrai métier. Je pense qu'il faut croire que j'avais cette potentialité. Peut-être que nous avons en nous des potentialités que nous ne savons pas et que les autres peuvent nous faire découvrir. Hein. Chacun d'entre nous avons un des talents cachés que nous ignorons nous-mêmes. Et le destin passe par là. Et du coup, après ça, vous avez même continué avec pas mal de grands réalisateurs comme Dino Risi ou Claude Lelouch. Oui, après, j'ai eu envie de... D'abord, j'ai eu envie de savoir pourquoi les gens m'avaient trouvé du talent, parce que moi, j'avais fait avec mes émotions, j'avais raconté cette histoire. Il faut dire que j'étais vraiment à la bonne école, parce que cette femme, Colline Serrault, je l'ai dit, c'est d'abord une comédienne, et sa méthode, effectivement, c'est apprendre son texte par cœur, apprendre à faire sien ses mots. Et moi, j'avais vraiment bien intégré tout ce texte-là, et après, toutes les scènes que j'avais à jouer, je les jouais avec mes émotions. S'il fallait que je sois en colère, j'étais en colère, et s'il fallait que je rie ou que je pleure, c'était à partir de mes émotions. Donc ça a été, je pense... Le déclic, c'est ce qui a fait que le film paraît si vraisemblable et que les gens m'ont trouvé du talent. Mais ça, il a fallu que je parte aux États-Unis pour me rendre compte de cela. J'ai eu la chance de partir à la Lee Strasberg Institute. Bon, je ne vais pas passer des détails comment je suis arrivée, mais enfin bref, j'ai quand même passé 6 mois là-bas et qui m'a donné de l'assurance. C'est ça, c'est une formation, c'est ça? Oui, cette formation à la Lee Strasberg Institute. J'ai compris pourquoi les gens m'avaient trouvé bonne, parce que la méthode de Strasberg, c'est que tu fais avec ton ressenti du moment. Si tu as peur, tu joues la peur, tu ne peux pas faire semblant. Très bien, si tu as peur, ça t'inconforte, mais à l'écran, on voit autre chose. Se passe autre chose. Les gens découvrent autre chose. Ça, c'est la méthode que Strasberg a utilisée à l'Actor Studio. Et tous les grands qui ont fait l'Actor Studio, ils utilisent cette méthode-là. Tu fais avec ce que tu as peur. Tu peux être confortable, mais à l'écran, on voit autre chose. Quoi. Donc en fait, ça fait un peu les choses inverses, c'est-à-dire que tu as d'abord joué, tu as déjà eu un premier rôle, et après tu t'es formé. Et après, je suis allée me former. Je suis allée comprendre pourquoi les gens avaient aimé ce film, pourquoi les gens m'avaient trouvé du talent, qu'est-ce qu'ils voyaient. Et après, je suis revenue avec beaucoup d'assurance. Oui, je suis arrivée. Parce que je ne sous-joue pas, je suis moi. Et tous les grands, effectivement, quand on voit Fernandel qui joue, on n'a pas l'impression qu'il joue. Ce sont ces gens-là qui jouent avec ce qu'ils sont, avec leur accent, avec ce qu'ils sont. On ne demande pas, effectivement, de jouer un autre. On te demande d'être quand tu fais quelque chose. Du coup, vous puisez dans votre vécu pour retranscrire vos émotions et... Oui, sûrement, oui. Effectivement, mon vécu me sert beaucoup, oui. Et donc, depuis quand il faut parler de son enfant, moi j'ai un enfant, donc je me projette, je vois mon fils, je ne vois pas, je ne vais pas imaginer. Kenneth. Et justement, en fait, quand vous avez fait, après cette formation-là, que vous avez après enchaîné directement tous ces longs métrages, parce que vous avez quand même une trentaine de films à votre actif. Oui, effectivement, quand on cherchait une femme noire d'âge, on me castait, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas eu tellement comme cela. Depuis 30 ans, quand on a vu Romuald et Juliette, parce que Colline Serrault, c'est une femme qui connaissait le monde noir, puisque son père, effectivement, a épousé en deuxième noce une femme noire. Son père avait déjà créé un théâtre, la compagnie Jean-Marie Serrault, effectivement, qui a fait travailler pratiquement tous les Noirs africains et autres. Donc, c'est un milieu qu'elle connaissait. Donc, quand elle avait une manière de parler des Noirs qui n'est pas forcément la façon... Elle avait une vision des Noirs que n'ont pas tous les grands réalisateurs, les anciens, je veux dire. Hein. Oui. Et par rapport à ça, vous trouvez que le monde du cinéma
a changé? Il y a plus de noirs qu'avant ou... Mais parce que nous réagissons, parce que nous... Non, effectivement, il n'y a pas beaucoup. Mais c'est dans l'audiovisuel en règle générale, où on en voit un comme ça. On a vu Sylvette Cabrisseau a été l'une des premières présentatrices à ce qu'elle... à l'ORTF, quand c'était encore 2 chaînes. Ben, c'est une comme cela. Et de temps en temps, on voit apparaître. Mais en France, sa mentalité n'est pas à la diversité. Donc, il faut il faut insister, il faut dénoncer la chose. Et c'est même dans l'inconscient des gens. Tout d'un coup, quand on dit, mais il n'y a pas de visage noir, les gens dans la rue vont dire, ah mais oui, c'est vrai, je n'ai même pas remarqué pour eux, ça paraît normal. Donc, écrire aussi un film et puis prendre un personnage noir sans que ce soit marqué noir, ça ne vient pas comme ça dans l'imaginaire des réalisateurs, des metteurs en scène. C'est vrai, en fait, il faut, pour avoir un rôle... entre guillemets, il faut que la personne d'origine afro-caribéenne ou noire en tout cas, c'est un rôle bien particulier. C'est-à-dire que si jamais on va dire voilà, il y a le juge, on va pas dire tout de suite, on va pas caster tout le monde. On va caster peut-être des personnes que caucasiennes parce que pour eux dans leur tête c'est pas logique. C'est comme ça. Alors que quand tu parlais de juge, effectivement, quand tu vas au tribunal, tu vois des magistrates. Tu vois des juges noirs. Quand tu vas à l'hôpital, tu vois des docteurs, des grands chirurgiens noirs. Il n'y a pas que des infirmières. Exactement. Mais dans l'imaginaire, effectivement, des réalisateurs, ils sont blancs. Oui, c'est ça. Et oui. Et c'est pour ça que c'est très bien la cause pour laquelle en fait tu t'es battue. Justement, noir n'est pas mon métier. Effectivement, oui. Alors pour dire une chose, enfin, quand on parle de ça, quand on regarde un peu comment ça se passe aux États-Unis, c'est pas du tout cela. On voit effectivement les Noirs à tous les postes importants, chefs d'entreprise et autres, mais aux États-Unis. Parce qu'il y a une vraie bataille aux États-Unis depuis des années pour qu'il y ait ces quotas et que ces gens soient employés et pas dans des rôles subalternes. C'est vrai. Des années, ça s'est fait. Et quand on voit les séries américaines, effectivement, les Noirs ont leur place. En France, c'est très difficile. Et en France, il ne fallait pas parler de quotas. En France... vous avez tellement de choses, des républiques, enfin bref, on ne peut pas parler de quotas. Mais la chose ne se faisait pas systématiquement. Donc il fallait en parler, il fallait juste dire, nous sommes là. D'où effectivement le livre Noir n'est pas mon métier, qui était à l'initiative d'Aïssa Maïga, pour nous demander, qui nous a demandé effectivement de faire un témoignage. C'était parce que les éditions du Seuil lui avaient dit, OK, on peut faire quelque chose. Enfin, bref. Et donc, on a écrit, tout le monde a écrit. Les femmes, les jeunes femmes ont pu dire comment elles sont perçues quand elles font un casting. Moi, je pouvais dire autre chose, parce que moi, je n'ai pas vécu ce qu'elles ont vécu. Je suis arrivée, j'avais déjà plus de 40 ans, donc on ne parlait pas de mon physique. J'étais aussi castée par une femme, pas par des hommes, qui sont tout de suite, qui ont dans leur tête, effectivement, leur exotisme. Tout de suite, quand elles voient une femme noire, quand ils voient une femme noire, c'est tout l'exotisme. Et tout. Bon, OK. Moi, c'était pas ça du tout. Et donc, mais j'ai vécu quand même des choses, je ne suis pas payée comme les autres. Ah bon? Parce que vous êtes noire? Non, mais ça ne m'étonne pas plus que ça, mais je veux dire... Ah, moi, ça m'étonne. Il y a aux États-Unis, les femmes, je le dis, les femmes noires qui travaillent davantage que nous, qui sont beaucoup plus que nous, le disent, elles ne sont pas payées comme les blanches. Alors, à plus forte raison en France, où nous ne sommes pas, mais elles le disent, hein, les femmes, comment elles s'appellent, Viola Davis, elle le dit. Elle n'est pas payée comme les autres. Alors que l'industrie du cinéma noir existe aussi aux États-Unis. Oui. Parce que la Fox, je mentionne la Fox, il n'y a que les noirs. Oui. À tous les niveaux, tous les postes. Mais en même temps, tu vois, elles se disent quand elles ont un rôle important dans un film, elles n'ont pas forcément la même paye. Pourtant, elles ont la même notoriété puisqu'il y a un public noir. Parce que nous, ici, on nous rétorque qu'il n'y a pas un public effectivement noir qui va au cinéma. Or, c'est pas vrai. Mais c'est ce que les décideurs décident dans leur tête, tu vois. Les États-Unis, c'est autre chose et elles subissent ça. Alors, nous, encore plus ici. Et, comment dirais-je, exemple à l'appui, enfin, je veux dire, avec les preuves à l'appui, pardon, je peux dire que je ne suis pas payée comme les autres.
Et même aussi, il y a des choses qui me déplaisaient, telles que vous êtes dans un film, vous avez un rôle important où on ne vous met pas à l'affiche. Il y en a d'autres qui l'ont subi. Moi, j'ai subi ça pour un film. Il y a Pascal José, un noir, qui a fait un film très intéressant. Pascal, avec qui j'ai fait du théâtre. Et qui avait un rôle très intéressant dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est ça, voilà. Il n'était pas dedans. Il n'était pas dessus. Ouais. Incroyable. Donc, des choses comme ça que je pouvais dénoncer que les autres ne pouvaient pas faire, quoi. En parlant de combat, vous avez participé à l'émission Star à nu sur TF1. Qu'est-ce qui vous tenait à cœur de participer à cette émission? Vous savez, le cancer touche tout le monde, touche beaucoup de femmes chez nous. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont mortes du cancer. Alors, pas forcément cancer du sein, mais le cancer, c'est un fléau pas possible. Quand on m'en a parlé, tout de suite j'ai dit oui. J'ai une voisine qui a 80 ans maintenant. Elle a fait toutes ses mammographies de 50 à 74 ans. Elle faisait tous les 2 ans. 74 ans. La dernière mammographie payée par la Sécurité sociale, on lui détecte le cancer. Et elle les a toutes faites. J'ai une amie, la fille adoptive de ma mère, qui vit à Angoulême, et qui a eu sa première mammographie payée, qui a 50 ans, effectivement, se retrouve avec un cancer. Et elle est encore dedans. Ma voisine, qui était comptable à l'époque aussi, qui a 80 ans maintenant, elle s'en est sortie. Mais cette jeune fille, elle est encore dedans, quoi. Elle a encore mal. On lui a enlevé carrément un sein. Elle n'a pas fait de reconstitution. Donc, autour de moi, il y en a pléthore d'eux. Et donc, je me suis dit, si ça peut permettre, effectivement, aux femmes de chez moi d'aller se faire dépister, parce qu'un cancer dépisté tôt peut être guéri, pourquoi pas? Donc, j'ai pas hésité une seule seconde pour cela. D'accord. C'était une belle émission. Très, très belle. Vous étiez très émouvante dessus. Oui. Oui, effectivement, c'était un trop plein d'émotions qui a fait que j'ai craqué un moment. Oui. Mais vous l'avez fait. D'ailleurs, on dit de vous que vous êtes quelqu'un de très sincère, très joyeuse dans toutes les circonstances, toujours avec le sourire, toujours avec une bonne positive attitude, comme on dit. Oui, bon, je suis vraie. Et c'est ce qui a même marché, du coup, même dans votre milieu professionnel, j'ai envie de dire. C'est ce qui a même marché dans votre carrière dans le cinéma. Voilà. Le fait d'être vrai, de parler avec émotion, parce que même par rapport au livre que vous avez sorti, j'ai vu qu'il y avait eu un lancement. Et les témoignages des gens, ils sont tous très touchés, très... ils se reconnaissent en vous, en fait, vous faites penser à nos mamans, à nos tantes, à nos grands-mères, et c'est vrai que tout le monde est assez touché. Ça donne vraiment envie d'aller voir un peu ce qui se dit, ce qui se dit dans ce livre, parce que vous parlez de vous parlez de votre vie personnelle, de choses très intimes, votre enfance, votre vie, même avant tout ça, et aussi de l'histoire de l'histoire du cinéma, tout ce qui vous concerne en fait. Oui, je parle de ce qui fait ma vie, ce qui fait que je suis tel que je suis, tous les événements qui m'ont forgé, les difficultés auxquelles j'ai dû faire face, et je pense que la vie est combat, donc de toute façon, j'y suis arrivée, je pense que d'autres aussi peuvent arriver. C'est pour dire aux gens aussi que oui, la vie est combat, donc on doit s'armer de courage et faire. On ne doit pas baisser les bras. Tout ce que nous avons... chez nous, il y a des proverbes. Alors moi, je vois que j'utilise beaucoup les proverbes de chez nous. On te dit chaque fois, il faut jamais blâmer une contrariété, qu'on dit. On ne sait pas, effectivement, sur le coup, on est inconfortable de vivre certaines choses, on est mal, et finalement, après, avec le recul, on se dit, c'est important que je le vive. Heureusement, ça passe. Heureusement, on peut mettre là ça, j'ai encore rencontré un tel qui a battu vu. Tu vois, tu ne pensais pas voir quelqu'un, tu loupes le métro, tu vois, c'est la personne. Tu sais, ça sert à quelque chose. Donc, non. Et moi, je suis très croyante, je le dis souvent, je suis croyante, mais pas pratiquante, je ne suis pas une bigote non plus. Il y a des choses auxquelles moi je lis la Bible, et il y a un psaume qui m'a particulièrement touchée, que je dis maintenant quand je l'ai découvert, et c'est le psaume 139 où il est dit
quand tu me créais dans le ventre, en secret dans le ventre de ma mère, tous les jours que j'avais à vivre étaient déjà écrits. Alors que tu me créais encore en secret dans le ventre de ma mère. Donc c'est pourquoi je pense que ce que je vis, c'est ce que je devrais, c'est ce que j'ai à vivre dans ce... Il n'y a pas de hasard. Voilà. Ça qui la poupe, le l'a pas cachaillé. C'est parce que c'est... Voilà. Donc, effectivement, nous avons aussi à y mettre d'une autre. Mais bon, mais quelque part, nous avons aussi effectivement quelque chose à faire sur cette terre, quoi. En fait, tout est destiné pour toi? Je pense que oui. Je pense que oui. Tout ce que je vis, en ce moment, je vis de mauvaises choses. Et... mon fils vit de mauvaises choses. Je dis, mais ça aussi, tu devrais le... Parce que tu dois passer par cette case-là, tu dois vivre cela. J'espère que, bon, demain, ça aura apporté ses fruits, que tu auras compris pourquoi. Comprendre et analyser pourquoi tu vis cela. Et puis, ouais. Et tu en parles en plus dans le livre? Oui. Tu t'es quand même vraiment beaucoup ouvert dans ce livre. Je dis ce que... Je ne me cache pas, je parle de moi, je parle de mon fils aussi. Mon fils, je n'ai qu'un enfant. Et c'est vrai que je souffre beaucoup pour lui. Mais j'ai souffert, mais je suis là et je sais qu'il doit savoir que quand tu es maman pour la vie. Pour la vie, donc, je soutiens mon fils jusqu'au bout. J'ai envie de l'aider, j'ai envie qu'il se prenne en main. Donc oui, je parle de lui. Je parle, il vit de mauvaises choses en ce moment, mais je suis là et il me trouvera. Je demande à Dieu la santé pour pouvoir l'aider, quoi. Non, je ne cache rien, je n'ai rien à cacher en fait. Si les gens me voient donnant du rêve, le servant d'exemple, faut qu'ils sachent vraiment qui je suis, quoi. Et pas que le côté beau comme Instagram. Voilà, c'est ça. Voilà. L'écriture de ce livre, pour vous, du coup, c'est une forme de thérapie ou c'est plutôt un legs que vous voulez laisser? On pourrait dire cela, effectivement, de dire les choses et de pas les banaliser, mais les sentir, oui, ça aide effectivement à... Je ne dirais pas le mot banal, non, c'est pas un exutoire, bon mot, mais c'est... oui, une fois que j'ai dit les choses, je peux les redire, quoi. C'est vrai qu'il y a des mots, des choses que je n'avais jamais dites dans ma vie. Par exemple, quand dire que j'étais une femme battue, je n'avais jamais sorti, je n'avais jamais dit. Ah bon, ben oui, mais oui, c'est pas marqué sur le fond, mais je l'ai été. Ça ne m'a pas empêché de continuer ma vie. Tina Turner, on a bien découvert qu'elle était une femme battue aussi. Oui. Ça n'a pas empêché qu'elle soit la femme qu'elle est. Je veux dire, ce sont des choses que tu vis, mais ça ne t'empêche pas d'avancer, quoi. Tu as vécu ça, j'ai vécu ça, point barre. Et puis, ça m'aide à comprendre, enfin pas à comprendre, mais à aider les autres. Et oui, mais même à comprendre l'attitude des gens. L'attitude d'une femme qui reste avec un homme qui l'a battue, je dis, mais c'est pas possible. Au départ, si c'est moi, je pas. Oui, mais quand on tellement de paramètres qui fait qu'une femme ne part pas tout de suite. Donc, ça me permet, moi, puisque je suis passée par là, de comprendre ça. Pas que je l'accepte, mais je veux dire, je comprends le processus, que moi-même, je me suis dit, mais attends, mais après, avec le recul, je me suis dit, mais attends, mais comment tu as fait pour rester quand même, pour avoir pris des coups 5 fois, quoi. Dès la première fois, tu avais pris une décision, tu ne revenais pas dessus, quoi. Donc, non, ça te permet de comprendre des choses. Ton vécu te permet peut-être quand même à avancer, à comprendre les autres. Non, parce qu'effectivement, en fait, c'est... de se mettre à la place. Voilà. C'est pas toujours évident de se mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que parfois, une femme qui n'a pas vécu ça, elle va dire, moi, à ta place, mais tu n'es pas à la place, justement. Il y a plein de paramètres qui ont été mis en place, même au niveau de la personne. Elle perd confiance déjà en elle-même, elle donne peut-être raison à la personne. À côté, il y a la famille, il y a plein de choses. Et c'est vrai que pas mal de personnes vont dire, bah non, moi, je comprends pas. Parfois, il vaut mieux avoir une personne qui te dit, voilà, j'ai vécu, donc je peux comprendre et je peux en parler justement. Et oui, c'est vrai que c'est important en fait après de s'ouvrir sur ça, puisque après tous les messages que tu peux dire après, les gens ils le comprennent. C'est pas uniquement du jugement ou de je me mets à ma place, à votre place, ou j'imagine. C'est je l'ai vécu donc je vous comprends. Et donc c'est vraiment de l'empathie pure. Tout à fait.
Et sinon, pour en revenir à votre carrière dans le cinéma, je vois que vous continuez toujours dans cette lancée, même si vous écrivez un livre aujourd'hui. Est-ce que, en tant qu'écrivain, vous allez aussi continuer ou c'est juste... Alors, que je sois claire. Ne dites pas que vous avez tout mis dedans. J'ai écrit ce livre avec l'aide d'un biographe dont c'est le métier. D'accord. Moi, mon métier n'est pas écrivain. Je ne fais pas. Je dis mon métier, c'est peut-être la comédie vers le cinéma, interpréter des personnages, mais pas d'écrire. Je ne me lance pas dans le métier d'écrivain, non. Si, quelque part, je dois encore écrire un livre, la chose se fera, puisque je vous dis, moi, je ne sais pas que je ne sois pas maître de mon destin, mais je veux dire, il y a des choses comme ça qui se présentent. De la même façon qu'un ami m'a fait rencontrer Jean-Philippe Zappa, qui était la bonne personne pour écrire ce livre. Si demain, il y a un sujet que je vais devoir traiter dans un livre, je prendrai effectivement quelqu'un d'autre pour écrire, parce que j'estime que c'est un métier. Biographe ou écrivain, on n'écrit pas comme ça, on se dit tout le monde a envie d'écrire. Oui, on peut écrire. On écrit, on peut faire son journal, on peut. Mais structurer effectivement un livre, c'est pas toujours évident. Il faut apprendre à faire cela ou il faut avoir la bonne personne. Donc si demain, je ne sais pas combien d'années j'ai encore à vivre, si peut-être que je devrais raconter ce que j'aurais vécu à partir de ce livre de là. jusqu'à très tard, pourquoi pas. Mais pour le moment, je ne me lance pas dans une carrière d'écrivain, non. Et comment justement tu es venu à écrire ce livre? Ben, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais c'était hors radio. Mais non, mais à l'instant, là. Ah d'accord, avec sa rencontre, mais comment tu l'as rencontré alors? Ben, je te dis, mais... Là, tu n'écoutes pas. Bah si, pourtant je t'écoute. Je t'ai dit que j'ai rencontré, c'est mon agent qui m'a fait rencontrer. D'accord. Jean-Philippe Zappa. Oui, mais en fait, c'est parce que parce que tout à l'heure tu me disais qu'en fait on t'avait déjà proposé en fait de faire un livre et en fait tu n'étais pas forcément motivée. Et après il t'a passé en fait un livre d'un directeur de casting. Oui, il a écrit le livre, il a écrit ce livre qui s'appelle, je te dis derrière, parce qu'il a mis sa biographie. Il avait écrit, Jean-Philippe Zappa, L'homme qui fait briller les étoiles. Voilà, exactement. Et c'est ce livre-là qui t'a dit. Gérard Moulévrier. Et Gérard Moulévrier, c'est un grand directeur d'acteurs que je connais et qui m'a mise en scène parce qu'il fait aussi la mise en scène. Et quand j'ai lu le livre de Gérard, j'avais vraiment l'impression que c'est Gérard qui se racontait, tu vois. Donc, quand on m'a mis en contact, quand mon agent m'a mis en contact, m'a fait rencontrer Jean-Philippe Zappa, j'ai dit, ok, Jean-Philippe peut écrire mon livre. Donc, voilà, comment ça s'est passé? Ça a été... 3 semaines, presque mois, où je le rencontrais, pas tous les jours de la semaine. J'allais dans son bureau, je parlais, il avait déjà fait la trame et il m'enregistrait. Après, il a retranscrit effectivement et j'ai lu ce qu'il avait écrit, des choses qu'on pouvait rectifier, d'autres que j'ai rajoutées, on a ajusté à partir de ce que je lui avais dit et qu'il avait retranscrit. Mais il avait déjà préparé la trame. Mon arrivée, ma naissance, mes premières années d'école, là où j'ai vécu, tu vois. Mes parents, ma mère, mon père, tu vois, il mettait sa trame, tout. Et donc, après, je pouvais juste remplir, lui dire, quand il me parlait, mais ton père... je dis, mais je n'ai pas été élevée par mon père, qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Donc, tu vois, il y a des choses qui arrivent comme ça, et je raconte de mon père, mon truc avec mon père. Mes premières classes pareilles, nous on allait à l'école, nous avions 6 ans, parce qu'avant, il n'y avait pas de maternelle avant. Bon, comment mon rapport, par exemple, au créole, parce que moi, mon titre était d'abord un titre en créole, et je lui dis que j'ai un rapport très fort avec le créole. Pour moi, c'est ma langue, donc ma langue maternelle, j'y tiens. Et dès que je peux parler créole ou mettre ma langue, faire dans une conversation, je la mets. Donc, tu vois, c'est tout cela. Et puis, comment j'ai commencé à parler le français, parce que chez nous, on parle le créole quand on est gamin, parce que c'est la langue maternelle. Le français, il parle français, même s'il parle écrit, mais il parle français. Dès qu'il commence à parler, nous, quand on commence à parler, on entend le français, mais on entend le créole aussi. Donc, on n'apprend pas à parler le créole dans les livres. C'est notre langue maternelle. Donc, tout cela, quoi. Donc, c'est pour cela que c'est comme ça qu'on a travaillé. Il a mis
écrit tout, et puis après on a restructuré, on a mis cela là, on a changé la forme. Est-ce que à des moments vous avez eu un trop plein d'émotions et que vous êtes trop livré et que vous avez décidé de retirer après lecture? Non, il y a des choses qui sont remontées, effectivement. Il y a des choses que je n'avais jamais sorties. Une fois que je les ai sorties, bon, effectivement, l'émotion est montée, les larmes sont sorties, et puis une fois qu'elles sont sorties, ça va. Maintenant, donc ça m'a servi de thérapie, puisque, je dis, j'avais parlé du fait que j'avais été tapée. J'avais parlé de... Je ne m'étais jamais rendu compte que mon père m'avait autant manqué, quoi. Je n'avais pas... Je l'ai rencontré après. J'ai rencontré sa femme. Je sais comment mes demi-frères et sœurs que j'ai rencontrés en 95 étaient contents de me connaître. Comment ma belle-mère, qui quand j'étais gamine n'acceptait même pas que je rentre chez elle, comment elle m'a reconnue après, je veux dire, elle me connaissait, hein, je veux dire, mais enfin, comment après j'étais l'enfant de la maison, c'était quand tu viens en Guadeloupe maintenant, tu vas pas à l'hôtel, tu viens chez moi. C'était ça sa réaction, alors que quand j'étais gamine, je ne devais même pas rentrer chez elle. Tu vois, donc plein de choses comme cela que j'ai revues et qui m'ont touchée et puis qui ont fait que, oui, comme tu disais, ça m'a servi d'écrire ce livre, ça a été un exutoire, ça a fait sortir des choses que je ne savais même pas qui m'auraient touché autant, quoi. Vous avez pratiquement tout laissé alors dans votre livre. Vous n'avez rien retiré. Ouais, je pense avoir dit l'essentiel, quoi. Je pense avoir dit l'essentiel. Encore une fois, vous êtes mis à nu. Oui, voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va vous voir, même après ce livre, toujours dans le cinéma très bientôt? Je crois qu'il y a des tournages en cours. Oui, là, en ce moment, je travaille sur des films qui sont en train de s'annuler. J'en ai pas. Là, en arrivant, coronavirus, non. C'est pas pour le coronavirus. Ah oui, si. Je suis sur Mortel, qui est une série qui passe sur Netflix. Netflix, ouais. Ben, la deuxième saison a commencé la semaine dernière. Je devais rentrer en piste la semaine prochaine. Et je viens d'apprendre là, aujourd'hui, avant de venir, que c'est annulé pour 15 jours. Reporté. Bon. Minimum quand même 15 jours, quoi. Alors qu'ils ont déjà tourné une première semaine, hein, c'était au Havre. Donc là, ils le stoppent. Mais là, en ce moment, je fais aussi un film. Alors, j'espère. Moi, je travaillais vendredi, je ne travaille pas demain, je devrais travailler mardi. J'espère qu'il ne sera pas annulé, mais là, tout ça encore, c'est... Un film semble écrit par Kev Adams, c'est ça? Oui, le film de Kev Adams, ouais. Maison de retraite. Maison de retraite, ouais. Donc, j'espère qu'on a déjà quand même bien avancé. Hein. Il reste beaucoup de jours encore de tournage? Il reste encore beaucoup de jours de tournage. Et comme ce sont les seniors... C'est ça. C'est clair. Oui, parce que vous êtes accompagné. Les gens de 70 ans ne peuvent pas. Si tu décides que les jeunes de 70 ans ne doivent pas sortir nos prix, là. C'est clair. Ce sont tous ils ont 70 ans. C'est Sauf clair. que madame, c'est... Oui, bien sûr. C'est clair que c'est la cible du coronavirus. Ah, ça touche tout le monde, hein. Même le milieu du cinéma, apparemment. Imaginez le film à la fin, ils sont tous morts à la fin du tournage. Qu'on n'en arrive pas là. Non, et même déjà vendredi, quand j'ai travaillé, tous les techniciens avaient un masque. C'était... on se lave le plus souvent... Possible les mains. Les mains, rien, c'était désinfecté partout, tout le monde avait un masque. Et moi, j'arrive, je dis, bon, je n'avais pas travaillé 2 jours avant, j'arrive, j'ai travaillé 2 jours de suite, jeudi, vendredi, et j'arrive, tout le monde avec un masque. Tout avait changé. Ouais, avait changé. Alors, je ne sais pas ce que ça va être mardi. J'en saurai un peu plus tout à l'heure, quoi. Et ça tombe comme ça au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous parler de quel rôle vous jouez dans ces 2 films-là? Bah, je suis dans une maison de retraite, hein. Je suis une retraitée. On n'en saura pas plus. Ah, ok. Bah, c'est une pensionnaire. Et dans mon hôtel, même si vous avez vu les premiers épisodes, vous avez vu, je suis une grand-mère, la grand-mère d'une des héroïnes, enfin, disons, des rôles principaux sont tenus par les jeunes. Et je suis la grand-mère d'une jeune. Qu'est-ce que vous pensez de votre personnage dans ce... Ben, j'aime bien, moi j'avoue que quand je fais un film, c'est que le personnage m'a plu.
Donc, oui, être une grand-mère, de toute façon, elle ne peut pas jouer autre chose maintenant que des grand-mères. Et c'est surtout le monde du vaudou, dont on parle beaucoup dedans, des pouvoirs surnaturels qu'ont les gosses. Je trouvais ça assez intéressant, donc non, j'avais aimé tout de suite. Et le rôle que tient ma petite fille est extraordinaire aussi. Parce que je veux l'initier, elle ne veut pas, et c'est l'échange intergénérationnel qui est intéressant là-dedans. Vous vous amusez toujours, en fait, vous vous amusez même quand vous tournez, en fait, à chaque fois. Oui. Oui, je suis en souffrance sur un film, c'est pas la peine. Il faut au moins éprouver quelque chose. Ça vous passionne toujours autant, ce métier, après autant d'années? Oui, parce que j'ai des rôles différents tout le temps, donc, et j'aspire encore à en avoir d'autres. Eh bien, en tout cas, pour parler du livre, ce qui t'est destiné, le courant ne l'emporte pas. Moi, j'ai très envie de, du coup, commencer à le lire, parce que je me suis, du coup, pas mal intéressée au sujet. Et qu'est-ce que j'aimerais... Vous avez commencé peut-être à le lire. Je vois qu'ils sont posés là tous. Moi, tu voulais le lire? Moi, j'aimerais bien le lire. Oui, il m'inspire beaucoup. Quelle est je pense la que ça partie que tu as voulu, que tu as aimé, que tu voudrais lire? Que j'aimerais bien lire, ce serait plus la partie personnelle. Est-ce que tu l'as marqué, tu l'as mis? Non, là non, je l'ai pas noté, mais c'est plus la... J'ai pas encore eu le livre. C'est moi qui l'ai eu le livre. Non, c'est moi qui l'ai eu. Moi, je l'ai reçu que hier. Ah bon? Mais oui. Oh là là. Ah non, mais moi, je ne vais pas vous le dire. Moi, je vais me le lire moi. Non. Je vais découvrir tout ça. Mais vous allez le découvrir parce que je ne sais pas à quoi vous... Non, mais c'est pour ça en fait que j'ai quand même regardé quand même le livre ici avant, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait également pas mal de choses personnelles, mais des choses qui étaient intéressantes aussi au niveau professionnel et qui pouvaient inspirer les personnes. Parce que justement, en fait, c'est pour dire que, comme tu disais si bien tout à l'heure, que chaque chose, même les choses les plus difficiles, ne sont pas là pour rien. C'est savoir en retirer justement les bénéfices et se dire, voilà, si je subis ça, c'est pourquoi. Et ça te permet justement d'avancer. C'est parce que justement, tu es destiné à cette chose et tu dois passer par là pour justement vivre ta destinée. Oui. Bon, alors, par exemple, je vais vous dire, alors, ce sera juste un paragraphe. Hein. Je n'oublierai jamais notre première nuit à Los Angeles. Alors, je pars. Comment ça, vouloir la suite? Oui, je suis partie aux États-Unis pour 6 mois et je suis allée à Los Angeles, à la Lee Strasberg Institute. Je suis partie avec mon fils. Alors, je dis, je n'oublierai jamais notre première nuit à Los Angeles, à Hollywood, précisément, dans un foyer YMCA, Young Men's Christian Association. Tout le monde connaît YMCA. Moi, j'ai découvert YMCA comme ça. Donc, je vais dans un foyer YMCA. Le seul détail qui m'a échappé, c'est qu'Hollywood est le quartier le plus malfamé de la ville. Et notre surprise est donc totale lorsqu'un homme sorti quelques minutes seulement plus tôt du foyer réapparaît le visage ensanglanté. Oh, je ne tiens pas à m'éterniser dans un tel lieu. Dès le lendemain, je me mets en quête d'un logement où mon fils et moi serons en sécurité. Je sais que je dois être à 100% disponible dans ma tête pour profiter des enseignements de la Lee Strasberg Theater. Quelques jours plus tard, je trouve un logement meublé à proximité du lycée français au Quai Neuf. Mon fils va être scolarisé et pas très éloigné de l'institut. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là... Monsieur, il ne serait pas sorti... Un gars, on l'a vu pendant que j'étais à la réception. Je vois un jeune gars qui sort, enfin qui était là, qui passait devant nous, puisqu'on était là à attendre, on regardait tout le monde. Et mon fils et moi. Et un moment, alors pendant que je remplis les papiers, mais... il s'est passé peut-être que 10 minutes. On voit le revenir, mais le visage ensanglanté. Ouais. Et c'est là que je me rends compte que... Alors, qu'est-ce qui s'était passé? On n'a pas su, j'étais tellement... Et c'est mon fils qui dit, maman, regarde. Maman. Il avait quel âge? Regarde, mon fils avait 9 ans. D'accord. Quand on est parti là-bas, 9-10 ans. Et le gars, voilà, il est revenu comme ça. Et c'est vrai que Hollywood, c'est le quartier le plus malfamé de Los Angeles, oui. Là où il y a le... Et moi, j'étais sur... mon école était sur... j'ai un trou tout d'un coup. Sunset Boulevard, qui était long... Le plus long, j'ai l'impression, boulevard qui traverse Los Angeles. Et pas loin de... Et j'ai eu de la chance parce que
J'étais déjà allée aux États-Unis 2 fois. Et j'avais été reçue par le consul de France. Donc, forcément, le consul de France, ils savaient que je venais. J'avais pris contact avec eux. Ce sont eux qui sont venus me chercher. Et je leur ai dit là où j'étais. Donc, ils m'ont déposé là où je les avais, l'adresse que j'avais. Et après, je suis allée les voir. Et je suis allée, après, louer une voiture tout de suite. Parce que là-bas, de toute façon, tu n'as pas de voiture. Tu es mort. Et puis, c'est surtout que je suis allée voir là où était l'école de mon fils. Le lycée français se trouvait sur Overland Street. Et là-bas, tu peux louer une maison comme tu veux. On ne te demande pas l'origine de ton argent. Ah oui, d'accord. On ne te demande pas l'origine de ton argent. Moi, j'avais une bourse par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, je vois l'école, je vois Forent devant, en face. Je traverse, je vois une cour, il y a des maisons de part et d'autre. Il y a un monsieur qui vient vers moi et je lui dis que mon fils va être scolarisé là. Je vois qu'il y a marqué qu'il y a un truc à louer. Eh bien oui. J'ai eu la maison tout de suite. Ah ouais? J'ai lu, il n'a pas demandé l'origine de mon argent. Tant qu'on paye, c'est bon. Non, mais c'était le destin. Dès que tu payes là-bas, Forent, il m'a montré l'appartement. Malheureusement, celui-là, il n'était pas tout à fait... Il avait déjà les appareils ménagers, mais je veux dire, les meubles, il a fallu que je les achète, mais tu achètes facilement des meubles là-bas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir une maison en face du lycée français sur Overland Street. C'est dingue. Ah non, mais c'est comme ça. Si votre fils n'avait pas vu le monsieur sortir... Caution, machin, d'après une maison. Et là, on ne te demande pas l'origine de ton argent. Du moment que tu payes, c'est énorme. Du moment que tu payes. Donc, voilà, j'étais là. C'était pas loin de l'école, de la Strasbourg Institute non plus. Ouais. Ah non, mais ça a été une expérience fabuleuse pour moi. Et pour mon fils aussi, j'aurais aimé qu'il en profite pour apprendre l'anglais, mais ça ne l'intéressait pas. Parce qu'il avait, à l'école, il avait l'anglais en deuxième langue. Après l'école, on leur donne la possibilité de découvrir la langue, d'apprendre la langue. Mais lui, il disait... I don't speak English. Il avait appris ça. Et dès qu'on commençait à lui parler, I don't speak English. Quel dommage. Enfin bon, c'était comme ça, quoi. Et vous êtes resté quelques mois, c'est ça? Ouais, 6 mois. Il y avait une bourse de 6 mois. Et le consulat m'avait donné aussi une bourse pour mon fils parce que l'école là-bas coûte très cher. Et à ce moment-là, en fait, vous l'éleviez seul, en fait, Kenneth, vous l'éleviez seul à cette époque-là? Si je vivais seul? Non, vous l'éleviez seul. J'ai toujours élevé seul, mon fils. D'accord. J'ai élevé seul, ouais. Dès que je suis venue ici, je suis venue avec lui. Depuis 89, oui, j'ai toujours élevé seul. Je l'ai envoyé 1 année avec son père. Ça s'est très mal passé, donc il est revenu avec moi, mais il a toujours été avec moi, oui. Ah, donc vous êtes vraiment une femme combative. Vous êtes vraiment une femme combative, c'est-à-dire en fait se battre pour... les femmes, ils vont seules, les enfants, il y en a tellement. Hein. Oui, mais justement, elles ont le mérite. Dans une société monoparentale... Oui, mais elles ont quand même le mérite parce qu'une femme, en fait, elle doit tout gérer. Elle doit gérer également l'enfant, mais elle doit également gérer sa propre carrière. Et vous étiez encore en train de développer votre carrière, votre projet. Oui. Parce qu'on sait très bien que le domaine artistique, il n'y a pas de visibilité, on ne sait pas. En plus. C'est vrai, mais bon, j'ai quand même eu de la chance parce que quand j'ai fait Romuald et Juliette, mon fils était avec moi ici, mais il était chez ma mère. Donc, on m'avait mise dans une maison seule à Paris pour apprendre mon texte et tout. J'avais l'esprit tranquille parce que mon fils était chez ma mère et j'allais tous les week-ends chez ma mère aux Ulysses, parce que ma mère habitait aux Ulysses à l'époque, dans la banlieue sud de Paris. Et non, je peux quand même dire que les choses n'ont pas été si difficiles que cela. Et là, je peux dire, même mon enfance n'a pas été une enfance. Je n'ai pas été malheureuse dans mon enfance. J'ai eu des choses à vivre, mais je n'ai pas été une enfant battue quand j'étais gamine. J'étais élevée par ma grand-mère et ma grande-tante et ma mère. Ma mère travaillait dur, effectivement, j'étais un peu livrée à ma mère, mais à l'époque, on pouvait laisser les enfants seuls. Bon, moi, ma mère me préparait, elle me tressait les cheveux, elle m'attachait la tête, puisqu'elle partait à 5 h du matin. Ça, j'ai pas mis ça dans le livre. Et je me levais, j'allais à l'école. Elle avait déjà préparé le repas avant de partir. Je revenais, je mangeais, je repartais à l'école. Et nous n'avions pas beaucoup de
distraction comme ça pour me permettre de partir dans les rues. Puis ça vient aussi du caractère de l'enfant. J'ai pas une enfant qui avait envie de sortir. J'allais à l'école, je rentrais à la maison. Alors quand j'étais plus grande, j'ai commencé à faire du basket. La seule chose que je faisais souvent, l'heure du basket arrivait, je ne faisais pas la vaisselle. Quand elle revenait, ça n'était pas faite. Hein. C'était un peu le truc, mais elle savait me trouver aussi. Elle venait me chercher d'ailleurs sur le terrain de la SS. Donc la solidarité scolaire à côté de Lemestre. Donc non, je crois que j'ai vécu dans l'insouciance. À l'époque, nous pouvions être dans cette insouciance-là. Il n'y avait pas encore, nous n'étions pas encore pollués par les images d'aujourd'hui, comme le sont nos enfants maintenant. Mais en plus, vous êtes assez polyvalent puisque vous étiez également dans une comédie musicale. Oui, après, là, on m'a demandé de faire, il n'y a pas longtemps, en 2014, de faire cette comédie musicale que j'ai faite avec plaisir. C'est Gospel sur la colline. Faliras qui a monté cela, Gospel sur la colline. C'est très bien, je faisais la narratrice, ouais. Et là, je dis, j'ai vraiment rencontré de belles personnes dans ce milieu. Et comment vous êtes retrouvée à faire justement cette comédie musicale? Mais quand Benjamin Faliras a écrit le projet au moins 5 ou 6 ans avant, hein? C'est mon cousin. Oui. Ouais. Eh bien oui, quand il a écrit cela, il est venu me voir et il m'a dit, voilà, je vais monter une comédie musicale, je voudrais que tu aies un rôle dedans. Il avait dit, OK. Et le pauvre, il a mis pratiquement 10 ans à montrer cela. Hein. Quand il est venu me voir avec... il y avait déjà un peu d'argent pour faire l'affiche et tout. On a fait un showcase. On a travaillé un peu pour faire un showcase, pour faire une captation, donc pour montrer aux gens, pour aller chercher la production. J'ai fait avec lui. Et il se trouve que au moment du showcase, j'avais une amie qui connaissait un fiscaliste et qui est venue avec cette fiscaliste, Ewan, à voir le showcase. Il a aimé, il a décidé de financer. C'est comme ça que la chose s'est faite. Bah, comme quoi, les rencontres... Voilà, une question de rencontre. Et là encore, j'ai été, je dirais pas l'origine, mais pour le financement, c'est mes invités qui étaient sur le showcase qui ont pu aider à financer. Avec Dominique Magloire également. Il y avait Dominique qui est votre cousine. Oui, exactement, c'est ma cousine. C'est ma cousine. Ah ouais, il y avait au départ un petit noyau très intéressant. L'histoire était très intéressante. Après, on a retravaillé l'histoire. Il a fait une autre distribution. Et Jean-Luc Guizon, que vous connaissez, n'était pas sur le showcase, est arrivé sur le projet une fois que c'était finalisé. Là, ça fait finaliser, ouais. Et donc, en fait, pour retourner sur le livre, donc en fait, il est dans toutes les librairies? En principe, il est dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies. Ici, en France, les librairies de France et de Navarre, comme ils ont tendance à dire. Donc voilà. Et je sais qu'en Guadeloupe aussi, on le trouve aussi à la librairie générale, un peu partout. Et puis, si vous ne l'avez pas dans une librairie, vous demandez à votre libraire de le commander, puisqu'il est sorti le 27 février. Alors, ce qui t'est destiné, le courant ne l'emporte pas, donc de Firmin Richard, donc avec Jean-Philippe Zappa, qui a été écrit avec Jean-Philippe Zappa, et donc dans toutes les bonnes librairies, comme tu l'as dit, et également... Et en créole, c'est ça qu'il a pour de l'eau pas cachaï. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci en fait Obraya. Merci Florence. Très très belle chronique également sur la bio. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À très bientôt sur IRM Radio pour l'émission Casting. Ça passe vite, hein. Une heure passe vite finalement. Quand on est bavard comme moi en plus. Non, c'est intéressant, c'était hyper intéressant. C'est génial. Génial.